Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur votre émission Une semaine avec le Béninois libéré qui s'installe sur nos différents canaux avec les rubriques habituelles. La rubrique hebdomadaire du quotidien d'Agla, le Béninois libéré et la causerie débat, sans oublier bien sûr notre incursion dans la cité des Kobourou à Parakou. Sans transition aucune, je vous invite à suivre la première rubrique avec Vignon Justin Adané. Merci Oscar, chers amis internautes de BLTV, heureux de vous retrouver dans ce nouveau mois. On démarre cette revue hebdomadaire par la une du lundi qui met en manchette la foi pour la bonne gouvernance et la promotion de la femme. Abdoulaye Bio Tchane soutient concours de lecture du Coran par des femmes. En deuxième de une de votre journal, Succession Tovalou Kenom, Joseph. Le jugement d'homologation 45-2009, le principal bénéficiaire fut les convocations du tribunal. Le journal présente ses excuses aux magistrats Romaric Azalou, Olivia Humbo et Gabriel Roussa. En troisième demi de votre journal, quatrième forum des mines et du pétrole de la Diao Ecomof 2024, Nocibé en leader incontesté de la cimenterie du Bénin. Elle a présenté ses différents types de ciment et de clinker de haute résistance. En bas de page de votre journal, Assemblée nationale suspendue mercredi dernier, la première session extraordinaire de l'année 2024 reprend ce jour avec une surprise. Les détails à la page 3 de votre journal. Dans les colonnes de votre journal, obsèques de Souleymane Harouna, ces mots de la famille à l'endroit de Boniyahi et du parti Les Démocrates. Et c'est sur cette information que nous retrouvons la une du Mahdi qui met en manchette manœuvre contre la révision de la Constitution, une question d'orgueil pour Yahi. Voilà pourquoi le président de la République, Patrice Talon, est d'accord avec le député Hassan Seibou. Ça arrange finalement tout le monde. Les détails à la page 3 de votre journal. En deuxième de une supposée démolition sans dédommagement à Togben Zone 4, la commission interministérielle réagit et vous propose ce qui s'est réellement passé. Les détails à la page 8 de votre journal. En troisième de une, justice, la criette opérationnelle à Cotonou à partir du 1er mars. En bas de page de votre journal, information sportive, journée FIFA 2024, Guénot Roh face à la presse le 6 mars prochain. Dans les colonnes de votre journal, loi d'amnistie pour apaiser les esprits, Macky Sall a trouvé une autre parade. Chers amis internautes de BLTV, cette information sous-régionale nous sert de transition pour retrouver la une du mercredi qui met en manchette. La commission des lois accorde un blanc-seing à Hassan Seibou. La révision de la Constitution en téléchargement à 62%. Les députés sont d'accord avec leur collègue Hassan Seibou. Après discussion, les hommes de Oden Aladati ont voté par 15 oui et 6 contre pour la poursuite des débats. L'admission en plénière de l'étude de cette proposition. En deuxième demi de votre journal, confusion autour de l'article 156 de la Constitution. Badamassi renvoie Yahi et ses juristes à relire leur cours de droit. L'honorable député prépare une sortie école pour aider les LD à comprendre les spécificités de la Constitution. En troisième de une, Afrique, le top 10 des pays ayant le taux de chômage le plus bas en 2024. Et dans ce top, le Bénin se retrouve quatrième, n'en déplaise au président Yahi Boni. Les détails à la page 5 de votre journal. En bas de page de votre journal, grève dans l'administration béninoise, la FECEN CSTB avertit le gouvernement. Dans la colonne de votre journal, cybercriminalité au Bénin, 7 présumés Gaïman arrêtés dans 2 départements. Chers amis internautes de BLTV, la une du jeudi en manchette. Poursuite de la session extraordinaire ce jour à l'Assemblée nationale de la recevabilité et des autres étapes de la révision. Révision de la Constitution, le journal vous propose les ministres qui irritent les députés et ceux qui forcent leur admiration. Trône de Wegbadia Gojo, un complot contre le vrai successeur. Le président Patrice Talon appelé à suivre de près ce dossier. Les détails à la page 12 de votre journal. En troisième de une, tournée politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Le président Djogbenou échange avec les militants de l'UME et du littoral. Dans les colonnes de votre journal, grave accident de circulation à la hauteur de Dassa, le président de l'ANCB, maire de Cotonou à Trokpo, sauvé par les prières de tout un peuple. Dans l'oreille de votre journal, non-paiement des créances d'exploitation de l'espace publicitaire, des régies publicitaires épinglées par la mairie de Cotonou.
Chers amis de BLTV, on change de cap et on retrouve la une de vendredi. Les différents sujets traités et mis en manchette. Visite sur le périmètre risicole de Malanville et à l'Agence territoriale du développement de l'agriculture ATDA, Biochane, Wadaï et Dossoui s'imprègnent des réalités et proposent des solutions. Accès à l'eau potable en milieu rural, gros problème de la rupture. Depuis sa cellule, l'opposante Rikat Madougou donne de l'eau aux populations. Plusieurs milliers de compatriotes bientôt soulagés à travers le pays. En troisième demi de votre journal, révision de la Constitution et parrainage, la position de Jacques Ayadi. Il plaide pour des assises nationales. En bas de page Canenois, le BR pleure un député. L'honorable Baoumba a tiré sa référence. Dans les colonnes de votre journal, accident de circulation du président Luc Atropo, la NCB fait le point. Chers amis de BLTV, et c'est sur cette information que nous mettons un thème à cette revue hebdomadaire. Bon mois de mars à vous. Amis internautes de BLTV, voilà qui nous installe dans le forum de discussion avec notre débatteur habituel, Akilou Yakou, directeur de publication du quotidien d'Agla, le Béninois Libéré. Akilou, bonjour. Bonjour Oscar, bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine? Elle a été intéressante et chargée en informations. Alors, en effet, vous avez titré au cours de la semaine « Ouverture effective de la frontière Bénin-Niger ». Biochane, Wadaï et Dossoui à Malanville pour le constat. Est-ce que la visite de cette délégation est opportune au regard de la position affichée du gouvernement béninois dans cette crise au Niger? Oui, mais en fait, elle était nécessaire parce qu'il fallait montrer réellement que le gouvernement béninois est dans cette dynamique-là d'apaiser la tension entre le Bénin et le Niger, puisque il y a 7 mois, c'était un peu tendu entre le Bénin. Donc, dès que les frontières, les sanctions ont été levées par la CEDEAO, il fallait réellement que le Bénin puisse prendre cette mesure-là d'ouverture des frontières. Et elle a été effective tout juste après la levée des sanctions. Maintenant, il fallait réellement que une délégation ministérielle qui représente le gouvernement aille sur le terrain pour constater que les frontières sont ouvertes du côté béninois. Nos compatriotes du Niger n'ont pas saisi cette opportunité d'ouverture parce que eux, de leur côté, ils n'ont pas ouvert leurs frontières. Est-ce que véritablement cette, comment on appelle, cohésion qui doit régner entre État à État dans l'espace CEDEAO est en train d'être respectée? Oui, en fait, quand vous tirez un problème jusqu'à un niveau donné, ça veut dire que ça commence par irriter l'autre partie. Et quand ça irrite l'autre partie, pour la ramener à l'ordre, cela est difficile. Donc le Niger est dans cette position-là aujourd'hui, parce que ça fait 7 mois que le gouvernement nigérien ou bien la junte nigérienne est en train de souffrir, sans oublier les populations. Parce que ces sanctions-là, ce n'est pas directement contre les autorités nigériennes, parce que eux, ils ont au moins le minimum, pas le minimum, ils ont le nécessaire pour vivre. C'est seulement au niveau des populations que les répercussions de ces sanctions-là se ressentent. Donc, aujourd'hui, ils ont survécu pendant 7 mois. Quand vous levez, ce n'est pas automatiquement qu'ils vont aussi lever les barrières ou bien dégager la frontière pour que les gens puissent accéder à leur territoire. Donc, ils sont dans une position où ils se disent que nous avons tenu bon et puis bon, nous ne sommes pas demandeurs. Est-ce que vous avez vu après le déplacement de cette délégation gouvernementale, est-ce qu'il y a eu réellement circulation? Est-ce qu'on peut dire qu'on peut se frotter les mains? Non, en fait, il y a eu quand même des mouvements parce que quand on prend le discours du ministre d'État, c'est vrai qu'on dirait que c'est un discours gouvernemental, mais il a trouvé que au moins les différents services de l'État sont en train de fonctionner. Mais il a aussi constaté que les véhicules ne peuvent pas encore traverser le pont pour aller du côté nigérien, parce qu'au niveau de la frontière nigérienne, il y a toujours ce blocus qui est là. Donc, eux, ils sont obligés, ils sont dans leur rôle de dire que ça marche. Oui, et c'était réellement ça. Mais ça marche du côté béninois, il reste du côté nigérien. Et c'est lorsque la frontière sera ouverte du côté nigérien qu'on pourra dire que, bon, ils ont gagné. Mais pour le moment, la jeune nigérienne n'est pas encore dans cette dynamique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la question. Puisque la CEDEAO a levé ses sanctions, c'est sûr que c'est du côté du Nigeria, c'est la même chose, du Burkina Faso, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce que la CEDEAO doit faire réellement pour toucher, comment on appelle, du doigt cette réalité afin que
doit être faite dans les deux sens. Réciproquement. Voilà. Bon, à ce niveau-là, il faut dire que quand on a tiré ce problème ce problème nigérien, ce coup d'État-là, le Niger s'est rapproché des deux autres pays pushistes qu'on dirait, donc le Mali et puis le Burkina. Et c'est ensemble qu'ils ont créé l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Donc, et cela, ça les a renforcés parce que bien avant la levée des sanctions, ils se sont dit que bon, ils ont pris la décision de se retirer. Est-ce que c'est cette affaire de se retirer qui a mené à la levée de la sanction? Parce qu'ils ont dit c'est avec effet immédiat. Or, dans les tests de la CEDEAO, quand vous décidez de vous retirer, bon, c'est le processus continue pendant une année, mais eux, ils ont dit non, qu'ils ne vont pas respecter les 12 mois pour que le retrait soit définitif. C'est avec effet immédiat chez eux, ils l'ont dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces pays-là reviennent à de bons sentiments? Voilà. C'est du côté de la CEDEAO qu'il faudra prendre certaines mesures pour montrer sa bonne foi. Parce que le gouvernement nigérien est encore méfiant par rapport au Bénin. Où on se dit, nous on a eu à chasser les Nigériens, est-ce que, je dirais, parce que la jeune Nigérienne dira que nous on a eu à chasser les Français, est-ce que l'armée française n'est pas encore au Bénin? Est-ce qu'elle ne représente pas une menace pour le Niger? Parce que ce sont des intérêts français, ce sont des intérêts français qui sont menacés du côté nigérien. C'est vrai qu'au niveau de la zone d'Alit, la production d'uranium a repris avec la société qui la gère, mais ce n'est pas encore des relations au beau fixe. C'est toujours tendu entre la France et puis le Niger. Donc la CEDEAO devra poursuivre les négociations. Oui, c'est ça. C'est ce qui reste à la CEDEAO. C'est vrai qu'ils ont désigné un médiateur, la personne du président togolais, fort, qui a gardé ses bonnes relations avec ces trois différents pays-là, ce qui n'était pas le cas du côté béninois. Donc ça veut dire que tout ce qui a échappé à l'économie béninoise est allé du côté togolais. Donc c'est le Togo qui a bénéficié de cette crise-là. Je me rappelle que Bertin Corvi le disait. Donc tout ce qu'on a eu à perdre durant les 7 mois de tension entre le Bénin, je ne dirais pas entre la CEDEAO et le Niger, je dirais entre le Bénin et le Niger, c'est le Togo qui a pu bénéficier. C'est comme on le dit, quand deux personnes se battent, il y a toujours un troisième larron qui en profite. Voilà. Comme quand les éléphants se battent aussi, voilà. Ce sont les zèbres qui en pâtissent. Voilà. Donc là, les zèbres ici, ce sont les populations. Mais il y avait quand même un troisième larron qui a pu profiter de cette situation-là, et c'est le Togo. Votre mot de la fin par rapport à ce sujet? Le mot de la fin, c'est vrai que aujourd'hui il y a le panafricanisme qui prend de l'ampleur, mais on n'est pas encore. Bon, c'est vrai que nous voudrions réellement notre indépendance au niveau de l'Afrique, mais il faudra que les présidents de la CEDEAO puissent encore engager certaines démarches pour que les Nigériens aient confiance en eux pour pouvoir ouvrir ces frontières-là. Sinon, ça serait toujours la même chose. Et c'est pas sûr que les frontières puissent s'ouvrir d'ici 1 ou 2 jours. Et ça va encore prendre un certain temps jusqu'à ce qu'ils puissent revenir à de bons sentiments. Parce que dans cette crise-là, c'est celui qu'on voulait préserver, Bazoum, qui est devenu le perdant. Parce que c'est lui qu'on a sacrifié avec la levée de ces sanctions. Puisqu'il était la pièce maîtresse qui a conduit à la prise de ces sanctions-là contre la junte. Alors, on vous aura compris, chers amis internautes, comme vous le savez, nous allons prendre la direction de Parakou, où nous avons en direct le directeur de l'antenne régionale du groupe de presse Le Béninois Libéré, dans le septentrion. Arnaud Koumoudi. Arnaud, bonjour. Vous nous parlez aujourd'hui de la première journée de répression contre les infractions routières annoncée par la police républicaine. Bonjour Oscar, bonjour Akilou, bonjour chers amis téléspectateurs. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre émission hebdomadaire. Dans l'optique de rendre nos axes routiers plus sûrs et plus sécurisés, la police républicaine avait annoncé le démarrage ce 1er mars 2024, la répression des infractions du code de la route. Aujourd'hui, premier jour de démarrage de ce contrôle routier, votre télévision BLTV a fait un tour sur une route ici à Parakou, mais nous n'avons pas véritablement constaté cette répression puisque les citoyens, les usagers de la route n'ont véritablement pas respecté ces consignes données par la police républicaine puisque, comme vous le constatez, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas porté de casque. Certains ont continué à porter un seul casque. D'autres ont plus ou moins respecté en portant les 2 casques. Mais de manière générale,
on ne constate pas effectivement que cette annonce de répression a véritablement démarré, puisque aussi les policiers qu'on aurait pu rencontrer, qu'on aurait pu voir au niveau des différents carrefours, j'allais dire, ce constat n'a pas été véritablement fait. Bon, peut-être que la police républicaine laisse encore un petit répit aux usagers de la route pour se conformer, mais toujours est-il que l'annonce faite par les autorités de la police républicaine n'a pas été effectivement constatée sur le terrain. Mais toujours est-il que des concitoyens ont plus ou moins respecté. On a vu des personnes qui ont porté les casques, les deux ont porté leur casque, et voilà. Merci à vous, Arnaud. On revient en studio pour continuer notre discussion. Monsieur le directeur de publication, en semaine toujours, que vous avez titré « Accès à l'eau potable en milieu rural, gros problème de la rupture, depuis sa cellule, Madougou donne de l'eau aux populations. Plusieurs milliers de compatriotes bientôt soulagés à travers le pays. » Monsieur le directeur de publication, qu'est-ce qui pourrait être à la base de cette générosité, j'allais dire, de cette dame qui fait de telles belles actions depuis sa cellule? En fait, quand on entreprend une action comme ça, ce n'est pas anodine. Il faut avoir un cœur compatissant, un cœur attendrissant envers les populations pour pouvoir mener un combat. Je dirais c'est un combat, parce que c'est un combat contre la pauvreté, contre le bien-être, un combat pour le bien-être des populations. Donc, il faudra être habitué à de telles actions pour pouvoir les mener et surpasser la situation actuelle qui est la sienne en fait. Parce qu'on sait qu'elle n'est pas libre de ses mouvements. Elle est en prison. Donc, maintenant, comment elle arrive à avoir cette force pour pouvoir penser aux autres, alors que normalement elle devait être en train de penser à cette situation. Mais elle a atteint déjà un niveau de conscience où elle a dépassé sa situation et elle se dit, bon, voilà, moi je sais que j'ai atteint un niveau donné, elle n'attend que certainement sa libération. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour les populations? Et elle s'est dit que qu'est-ce qu'il faut faire? L'eau, source de vie, il fallait commencer par ça. Voilà pourquoi elle s'est certainement lancée à travers ça, parce qu'elle a diligenté une équipe. Elle avait fait une étude pour pouvoir connaître quelles sont les souffrances des populations. Et quand vous apportez de l'eau aux populations, c'est que vous avez réussi quelque chose, parce que sans eau, il n'y a pas de vie, comme on le dit. Voilà pourquoi je disais, l'eau, comme on le dit toujours, elle est source de vie. Donc, et elle a commencé par leur donner de l'eau. Et puis, quand on prend Rika Madougou, au-delà de la ministre de la Justice, qu'elle a été garde des Sceaux, elle a été ministre de la microfinance. Et quand vous avez été ministre de la microfinance, ça veut dire que vous étiez toujours en contact avec les populations. Parce qu'on était quand même au tout début de la microfinance en Afrique, que le Bénin avait quand même amorcé. Donc elle a eu pendant des années à cohabiter avec ces gens-là, à savoir quelles sont les souffrances de ces dames-là et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'elle est aussi descendue sur le terrain quand elle était ministre pour voir, pour vivre en réalité ce que ces dames-là vivaient, ce que les populations vivent. Et elle sait que l'eau est toujours un problème au niveau des populations. Et elle a reconnu dans son texte qu'elle a posté sur Facebook où elle disait que oui, c'est vrai que le gouvernement fait des efforts pour approvisionner les populations en eau potable, de même qu'avec l'appui des partenaires au développement, mais il reste encore à faire. Et or, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'a été encore fait. Donc voilà pourquoi elle s'est lancée dans cette dynamique-là pour permettre aux populations qui souffrent encore de l'approvisionnement en eau potable d'avoir accès facilement à l'eau potable. Et c'est à travers le pays, le sud, le centre et puis le nord. Alors précisément, j'allais demander quelles sont les régions impactées par cette générosité. Oui, en fait, c'est ça que je précisais de la fin de mes propos où je disais c'est à travers le pays. Donc, elle n'a pas circonscrit une partie où on dira que c'est seulement le nord. Non, elle a pris certaines zones où, après les études, elle s'est dit, voilà, c'est là on va d'abord mener ces actions-là. Et comme elle a dit, d'ici 2 ou 3 mois, les populations vont commencer par bénéficier réellement de cette eau potable-là qui leur sera offerte à travers les travaux qu'elle a engagés grâce à ce qu'elle a pu sortir comme fonds pour pouvoir financer ces travaux-là. Alors, vous qui relayez très souvent l'actualité de cette dame, quel autre domaine elle pourra impacter à part ce domaine de l'eau où elle a vraiment décidé de soulager une frange de la population?
Oui, bon, c'est vrai que l'eau est source de vie, mais bien avant de lancer ces actions-là, je pense qu'au niveau du groupe de presse Le Bénin Libéré, on a quand même eu à bénéficier de certaines actions d'elle. Et il y a un studio du côté de la direction régionale qui porte son nom, le studio Rekiat Madougou, où elle a demandé qu'on puisse commencer une émission qu'on a démarrée, Réussi avec la parole de Dieu. Et que, à travers les invités que nous recevons, les gens, des religieux, à travers des imams, des prêtres, des évêques qui viendront autour de cette qui viendront au niveau de cette émission, à travers le sujet à débattre, ils pourront impacter les populations à travers des conseils, à travers le sujet débattu, pour que cela puisse amener les populations à un changement de comportement. Donc c'est là parce que quand vous êtes dans un lieu comme le sien aujourd'hui, vous êtes parfois en contact avec Dieu. Dieu vous parle parce que vous êtes là seul, vous réfléchissez et vous voyez clair, puisque celui qui est dehors, il est souvent pollué à travers tout ce qu'il voit. Mais là où elle est, là, ça lui a permis de voir mieux à travers les souffrances des populations, à travers ce qu'il faut faire pour pouvoir soulager les populations. Et la parole de Dieu, elle est toujours importante. Parce que même quand vous dites que vous ne croyez pas, arrivé à un moment donné, vous faites foi. Vous vous dites, j'ai foi en quelque chose. Mais quand vous avez foi en quelque chose, il y a quand même un être suprême. Donc, d'accord. Voilà. Donc, elle travaille à un changement de mentalité. Oui, réellement un changement de mentalité et à renforcer les populations en capacité spirituelle à travers les charger spirituellement, quelle que soit leur religion, et pour pouvoir affronter les coups de la vie, comme on le dit. Voilà, parce qu'elle en a reçu suffisamment et elle met tout à l'œuvre pour que les gens changent de mentalité et connaître davantage ce que c'est que le pardon, connaître Dieu dans toutes ces dimensions. Votre mot de la fin par rapport à ce sujet? Ah oui, en fait, quand vous faites des actions, ça veut dire qu'à l'endroit des populations, à l'endroit des nécessités, il y a Dieu qui vous écoute. Ça veut dire que tout ce qu'elle entreprend aujourd'hui aura toujours un impact positif sur elle. Ça agira par rapport à sa situation actuelle. Et comme on l'a toujours prié pour que les fils du pays puissent se retrouver, que ce soit les prisonniers politiques ou autres qui sont en prison, les exilés puissent recouvrer leur liberté pour que l'union sacrée entre les Béninois puisse renaître. Parce qu'on en a besoin, je ne cesse de le répéter, on en a besoin pour qu'on puisse surpasser nos différents égos, qu'on puisse surpasser les différents problèmes que nous avons pour voir l'intérêt général du pays. Et l'intérêt général du pays, cela ne peut que se réaliser qu'à travers tous les fils du pays. Il ne faudra pas que certains soient lésés, que certains se sentent lésés ou bien à l'extérieur. On a besoin de tous les fils du pays pour pouvoir construire. Et l'agent du roi Guézo est là. Donc il faudra que tous les fils du pays puissent revenir au pays pour boucher l'agent trouvé. Comme ça, là, on pourra retenir cette eau qu'elle est en train de donner aux populations qui est source de vie. On vous aura compris, chers amis internautes, d'ici à là, portez-vous très bien sûr les programmes de BLTV.